son pays à l'étranger. Cela implique, d'une certaine manière, la coordination un peu des efforts entre les gouvernants. Donc, naturellement, le gouvernement en question, il faudrait naturellement sortir un peu d'un certain nombre de choses et être moins rigide dans la façon de faire. Euh, j'ai pris tout à l'heure le modèle français que je trouve être un modèle parfait qui tient en compte naturellement certaines personnes qui ne sont pas forcément des diplomates de formation, mais qui peuvent aider naturellement la diplomatie du pays à émerger ou à atteindre quelque part, en tout cas, un objectif que le diplomate classique ne peut pas peut-être ne peut pas avoir. Euh, et cela, c'est extrêmement important. Donc, il faudrait une certaine ouverture de certains pays, une certaine ouverture et comprendre que, je voulais, il n'est pas forcément nécessaire d'être un fonctionnaire pour aimer son pays. Et par conséquent, il n'est pas forcément nécessaire d'être fonctionnaire pour faire quelque chose de bien pour son pays. Vous voyez. Euh, Toute personne consciente des enjeux économiques, des enjeux sécuritaires, peut faire quelque chose de manière totalement désintéressée, voyez-vous, et ça c'est extrêmement important. Il implique donc finalement la coordination des efforts entre les gouvernements et les entreprises, donc les chefs d'entreprise, les acteurs culturels, donc les artistes, les sportifs, aujourd'hui. Je pense que quand on parle naturellement du, de la France, on va faire référence tout de suite à certains grands sportifs. Quand on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je voulais, vous faites tout de suite, vous allez penser naturellement tout de suite à Didier Drogba qui joue un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, n'importe où il se tient, monsieur Didier Drogba, tout de suite on voit la Côte d'Ivoire, de par ce qu'il dégage, de par son, naturellement, de par les couleurs de son pays qu'il avait à défendre, ainsi de suite, que ce soit El Hadji Diouf du Sénégal, Mbappé, il continue de jouer, j'espère qu'il continuera également de flamber, de briller pour la France. Et donc, fondamentalement, il y a des acteurs qu'il ne faut pas du tout mépriser. La diplomatie, c'est d'abord la sagesse, et la sagesse, c'est de se rendre compte que on n'est pas les seuls acteurs, c'est-à-dire il n'y a pas que les intellectuels qui sont les acteurs, il n'y a pas que les diplomates qui sont les acteurs, mais en matière diplomatique, tout le monde est acteur à partir du moment où vous êtes conscient des enjeux sécuritaires, économiques, naturellement commerciaux, bien évidemment, et diplomatiques de votre pays. Et ça inclut une certaine démarche, une démarche stratégique, une démarche d'ouverture, une démarche qui voudrait nécessairement faire en sorte que nous puissions tous savoir et sentir que, tout simplement, il n'est pas nécessaire d'être forcément issu de ce milieu pour pouvoir faire quelque chose de bien en question, en réalité. Et c'est de la même manière pour les conflits également. Certains conflits, souvent, on peut avoir des acteurs totalement, je voulais exclus du milieu des fonctionnaires et pourtant qui jouent un rôle extrêmement important. On peut être médiateur alors qu'on n'occupe aucune fonction dans son pays, puisque peut-être on a des attaches dans ce pays en question. Vous voyez, on a des attaches mais extrêmement, je voulais, c'est important. On peut avoir un amour pour un pays en question et donc par conséquent on peut être utilisé comme moyen de négociation, voyez-vous, de par les liens que vous avez. Donc la diplomatie économique finalement et commerciale va revêtre ici une importance capitale dans les relations internationales et donc implique nécessairement d'une certaine manière une coordination des efforts entre tous les acteurs, donc des diplomates, donc le gouvernement. Quand je parle des diplomates, enfin, je dis le gouvernement en général, puisque chaque ministre va jouer un rôle naturellement de par son département également, au-delà des fonctionnaires de la diplomatie, donc ce qu'on appelle les chanceliers, les conseillers étrangers et autres. Au-delà de ces personnalités-là, il y a également des autorités politiques qui, dans le gouvernement, des officiels qui jouent également un rôle diplomatique assez puissant. Les universitaires également. Voyez-vous, et les organisations internationales notamment qui vont favoriser ici les échanges commerciaux, bien entendu, les investissements et la coopération naturellement économique. C'est une forme de diplomatie qui contribue, si vous voulez, également à renforcer d'une certaine manière les liens bilatéraux, donc les liens entre deux entités,
les liens multilatéraux et naturellement favorise ainsi, d'une certaine manière, la croissance économique de nos États. La croissance économique de chaque État, naturellement, et ça c'est extrêmement important. Euh, En réalité, est-ce que nous pouvons atteindre un certain objectif ou certains objectifs à partir d'une seule diplomatie économique si nous voulons rester fondamentalement sur le principe de la diplomatie en général? Euh, la diplomatie économique véritablement et commerciale surtout, sur les, doit donc nous aider à émerger, doit nous aider à non seulement aider nos entreprises nationales, mais également doit nous aider à faire en sorte que nous puissions véritablement atteindre des objectifs ô combien importants pour que notre pays, pour que nos concitoyens puissent avoir le maximum, voyez-vous, en tout cas gagner plus en investissement. Donc plus on a des investisseurs, plus on a tout naturellement de l'argent, plus on a véritablement un certain nombre de choses qu'on peut défendre. Vous avez également les accords, vous savez, ça c'est des principes que nous pouvons utiliser, des mécanismes, hein, les accords, les traités internationaux qui sont naturellement en matière diplomatique et commerciale, qui jouent un rôle essentiel dans l'élaboration et dans la régulation un peu des échanges internationaux. Vous voyez, comme je l'ai dit, en réalité, pourquoi on a besoin de ces accords et autres? Parce qu'en réalité, toute relation sociale fait nécessairement appel aux normes juridiques. Puisque si vous échangez du point de vue commercial avec un pays, par exemple l'Union européenne là et le Sénégal, s'il n'y avait aucun contrat qui liait ces deux naturellement parties, sur les, fondamentalement, l'État du Sénégal n'allait jamais dénoncer, par exemple, l'accord, ou en tout cas qui liait les deux parties. Euh, et donc, il faut nécessairement des normes juridiques pour consolider, puisque les contrats, qu'on va appeler ici des accords, des traités, donc ces traités-là vont sécuriser les relations sociales, vont sécuriser les relations multilatérales, bilatérales que nous allons mettre en place. Voilà. Merci à tout le monde d'être présent. Je vous demanderai de bien vouloir tapoter le like pour permettre naturellement une certaine visibilité et éviter d'être coupé très rapidement. Donc, ces accords-là vont nous permettre, en quelque sorte, d'avoir une garantie. L'accord va être ici le moyen de sécurisation de votre contrat, de votre existence, en tout cas de la relation que vous avez entre vous. Et ça, c'est d'une importance capitale. Et vous voyez que finalement, le droit est là. Le droit est là pour non seulement encadrer, mais pour consolider ce qui existe, donc l'existant, mais également pour permettre, peut-être demain, s'il y a un contentieux, de savoir par où il faut aller pour régler et connaître ce contentieux en question. Oui. Et donc tout doit se mettre en avant et permettre tout simplement de pouvoir régler ces problématiques naturellement. Les accords donc peuvent prendre différentes formes, voyez-vous, il n'y a pas une seule forme. Hein. Vous avez ce qu'on appelle les accords de libre-échange, par exemple, naturellement, donc les accords bilatéraux, naturellement, d'investissement ici, et vous avez également les accords de coopération naturellement économique régionale, ou finalement les accords d'une certaine manière sur la protection, par exemple, des droits de propriété intellectuelle. Par exemple, en tant qu'enseignant, je dois être nécessairement peut-être protégé naturellement dans mes écrits, dans mes ouvrages, et donc cette protection va permettre tout simplement de pouvoir peut-être naturellement garder la propriété intellectuelle de tout simplement, ou alors d'un pays par exemple. Hein. Et ça c'est extrêmement important. Hein. Et ces accords vont établir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un cadre juridique. Ce cadre juridique-là, pour les échanges, c'est extrêmement important puisque ça permet de régler d'une certaine manière en tout cas les différents conflits ou les conflits à devenir, hein, puisque vous savez, des conflits vont toujours exister, ou alors peut-être de contester quelque chose qui ne va pas, comme le contexte sénégalais où entre le Sénégal et l'Union européenne, l'accord qui liait le Sénégal et l'Union européenne qui a été, finalement, ça n'existe plus. Vous voyez que naturellement, le Sénégal a constaté que sur un contrat de 5 ans, en fait, le Sénégal quasiment ne gagne pas du tout grand-chose. Et donc, l'espace maritime quasiment va être exploité pendant 5 ans, alors que vous ne gagnez rien. Donc, autrement, dans la dynamique, par exemple, de ces nouvelles autorités,
c'est naturellement de reconcentrer tout dans le pays afin de permettre aux nationaux, en tout cas, de pouvoir vivre de leur espace maritime avant de vendre. Oui, ça c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Et donc ça c'est valorisant, ça c'est extrêmement important. Mais c'est parce qu'il y a eu un accord, même s'il a été très mal fait, mais c'est parce qu'il y a eu un accord qu'on a réussi à consolider et à, je voulais, sauver le reste, donc l'existant. Et ça, c'est extrêmement important. La diplomatie, vous avez souvent peut-être entendu parler de soft power. C'est une diplomatie plus ou moins numérique. Hein, je voulais, avec les innovations technologiques, hein, vous savez, aujourd'hui, dès qu'on parle de beIN Sport, on pense tout de suite à un État, à un pays, c'est-à-dire Dubaï. À partir de leur beIN Sport, ils sont partout dans le monde. À partir de leurs médias, ils vendent la destination made in leur pays. À partir de leurs médias, ils vont influencer naturellement et faire de la propagande, une propagande positive, pour faire non seulement connaître, mais également attirer le tourisme, attirer plus de... Parce que vous savez que certaines personnes sont super réticentes, parce qu'on ne connaît pas tel endroit, parce qu'on ne connaît pas tel pays. Et donc finalement, on a peur de se lancer, on a peur d'aller découvrir ou tel autre pays. Donc finalement, qu'est-ce que les gens font? Ils vont décider de ne pas se lancer. Le soft power comme diplomatie est un moyen de propagande, mais également qui va nous permettre ici de pouvoir, d'une certaine manière, aller là où peut-être un diplomate, un envoyé spécial ne peut pas aller. Hein, puisque, à partir de chez vous, avec cette mondialisation, à partir à partir de TikTok aujourd'hui, il y a des personnes, moi qui suis à Paris, vous autres un peu partout, en tout cas avec ma classe officielle, j'ai des étudiants qui nous suivent de manière également, même s'ils ne sont pas inscrits dans notre cours, mais qui nous suivent de manière tout à fait légale à partir de ce réseau social, et c'est extrêmement important. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour la coiffure. Je le dirai à mon coiffeur. Merci bien. Voyez-vous, donc l'utilisation de ces... mais il y a également les réseaux sociaux. Vous savez, dans les années 60, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc les diplomates ne pouvaient pas communiquer, en tout cas les États même ne pouvaient pas communiquer. Vous avez vu Donald Trump qui va bientôt revenir. Il faisait, il y avait un nombre qu'un de mes étudiants m'avait compté, le nombre de tweets qu'il faisait par jour quand il était président. C'était impressionnant. C'est à se demander souvent, est-ce qu'il travaillait, mais d'ailleurs, parce qu'il faisait des tweets en permanence. Tout le temps, il faisait des tweets. Mais parce que c'est important, de savoir qu'avec l'évolution de ces réseaux sociaux, l'évolution des technologies d'information et de la communication, le principe même de la pratique diplomatique a changé. On est obligé de changer, parce qu'il y a l'avènement maintenant des Twitter. Aujourd'hui, les ambassades sont obligées de tweeter. Ils ont Facebook. Merci beaucoup, mon cher frère Amadou. Et donc, sur les Twitter, Facebook, LinkedIn, d'ailleurs, qui vont permettre ici aux diplomates et à la diplomatie en général de diffuser des informations de manière assez spontanée à chaque fois, et puis d'interagir avec les concitoyens. Alors qu'avant, on n'avait pas cela. On avait peut-être des concitoyens qui pouvaient peut-être se mettre devant une ambassade pendant plus d'une journée, juste ne serait-ce que pour avoir une seule information. Aujourd'hui, à partir de votre domicile, vous avez la possibilité tout simplement de recevoir toutes les informations, et d'où, naturellement, et donc l'avènement des technologies d'information et de communication est une très belle chose pour non seulement la diplomatie, mais pour les citoyens du monde entier, mais également pour la sécurité, puisque à partir des réseaux sociaux, par exemple, s'il y a un danger quelque part, il suffit pour un diplomate de prendre son téléphone et de tweeter bonjour tous les consuls ressortissants français, restez chez vous, il y a un danger, machin. Bim, en fait, vous sauvez des vies. Donc, du point de vue sécuritaire, l'avènement des réseaux sociaux est une très belle chose. Également, c'est important toujours de comprendre également fondamentalement ici le principe également diplomatique. Pourquoi même
on parle de la diplomatie aujourd'hui en 2024, puisque naturellement, ça nous permet non seulement d'exister, mais de pouvoir naturellement mettre en avant un certain nombre de problématiques. La diplomatie va très loin aujourd'hui, puisque nous avons même la cyberdiplomatie. Cette cyberdiplomatie concerne donc l'utilisation des technologies et de l'Internet pour mener souvent à bien des activités diplomatiques, y compris des négociations. La représentation et la coopération internationale également. Cela signifie naturellement qu'il faut mettre en avant également la protection des systèmes informatiques. Donc une certaine, si vous êtes ouvert à ces technologies d'information et de communication, alors que vous n'avez pas prévu une certaine protection, vous allez faire l'objet de cyberattaques. Vous voyez, c'est extrêmement important. Et ça pose un problème, naturellement, d'ailleurs, à ce niveau-là, sur, naturellement, l'immunité diplomatique, en quelque sorte, finalement. Qu'en est-il finalement de l'immunité diplomatique? Est-ce qu'à ce moment-là, on va parler d'immunité diplomatique si vous vous exposez au public et à partir naturellement, à partir des réseaux sociaux, on viole naturellement la protection de vos données qui rentre dans le cadre de la protection de l'immunité diplomatique. Donc, qu'en est-il maintenant? Vous voyez, c'est extrêmement important. Je pense que les collègues qui travaillent un peu sur le droit du numérique ont du travail à ce niveau-là, puisque, si vous voulez, l'immunité diplomatique voudrait que, en fait, aucune personne n'a le droit d'accéder à une ambassade, puisque l'ambassade est le territoire en miniature du pays. Mais si vous êtes ouvert à ces technologies et qu'il y a un hacker qui s'est introduit dans votre espace naturellement, et à partir de ce portail-là, on a accès à l'ensemble des dossiers que vous avez dans votre ambassade. Là, on ne parle plus véritablement de protection naturellement diplomatique. On parle d'autre chose. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je ne vais pas parler dans mon cours, je ne parlerai pas de la diplomatie, mais donc finalement, je dirais les diplomaties. Puisque depuis tout à l'heure, je ne cesse d'évoquer tout simplement la diplomatie économique, la diplomatie commerciale, la diplomatie naturellement, la cyberdiplomatie, la diplomatie sécuritaire, puisque donc finalement je parle des diplomaties. Donc les diplomaties doivent composer avec de nouveaux enjeux, des enjeux qui sont quand même en matière par exemple de sécurité et de gouvernance des espaces virtuels. Hein, puisqu'il y a vraiment et il y a de nouveaux corps de métier qui vont donc intégrer le milieu diplomatique. Par exemple, les CM, les community managers vont intégrer, ce sont de nouveaux corps de métier. Des spécialistes comment ça s'appelle encore, on va les appeler des infographistes ou des directeurs artistiques, vont faire partie maintenant de ce monde diplomatique, puisque à l'ère de cette technologie, nous devons composer avec toutes ces personnalités-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en 1960, on n'avait pas besoin de cela. Donc, dans les ambassades, on n'en avait pas. En 2024, on doit composer avec, naturellement, tous ces nouveaux corps de métier. Donc, voyez-vous que vous pouvez vous sentir totalement, et vous devez le savoir, c'est que vous pouvez jouer un rôle dans la diplomatie de votre pays à partir du moment où vous êtes bon quelque part. Vous êtes formé quelque part. Vous avez un métier quelque part. Donc, le monopole qu'avait le diplomate qui avait fait des études classiques, droit, Sciences Po, École nationale d'administration, est terminé. Ce monopole-là est terminé. Puisque à eux seuls ne peuvent plus faire le job, bien que c'est très important d'avoir ce profil classique. Nous avons à présent besoin des nouveaux corps de métier. Et c'est le moment de les sensibiliser, c'est-à-dire sensibiliser cette génération qui vient avec ces nouveaux métiers, leur faire comprendre qu'en réalité, vous avez un rôle à jouer. Vous voyez, puisque fondamentalement, par exemple, la France ne va pas demander à un Béninois de faire le rôle de community manager sur son espace virtuel Facebook ou LinkedIn. Non. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut être français pour jouer ce rôle-là pour la France.
Ensuite, en fait, il faut d'abord il faut l'amour de son pays pour quand même faire un truc, quelque chose d'important, puisque là, on peut être sûr quand même, vous n'allez pas saboter le travail, ou même vous n'allez pas vendre les données de ce pays en question. Vous voyez. Donc finalement, on sait que donc chacun a besoin finalement, tous ces corps de métier sont nécessaires pour la bonne marche de ces diplomaties en quelque sorte finalement. Puisque depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler de plusieurs formes de diplomatie qui vont intégrer aujourd'hui avec si vous voulez, ce phénomène de cyberdiplomatie où on doit intégrer naturellement et on doit composer avec l'ensemble de ces nouveaux enjeux en matière de sécurité, en matière de gouvernance des espaces virtuels. Qui dit gouvernance d'espaces virtuels dit également gestion des pages, dit également sur les médiation, ou alors, vous savez, même sur TikTok où il y a ça, hein, vous avez la possibilité quand vous avez une page comme la mienne de donner à quelqu'un d'administrer, ou je sais pas comment on l'appelle encore, d'ailleurs j'ai oublié ce nom, de réguler un peu pour éviter qu'il y ait des commentaires malveillants ou autres, vous voyez, je sais pas comment on l'appelle, je perds le nom, mais en réalité c'est des nouveaux corps de métier. Et c'est certaines personnalités. Donc, vous voyez, et ça c'est extrêmement important. La diplomatie donc et les crises, et finalement les crises et médiations, la diplomatie en ce moment-là continue de jouer fondamentalement un rôle. Donc la diplomatie de crise est très importante, puisque cela consiste d'une certaine manière à véritablement, donc je ne sais pas s'il y a un message, merci à tout le monde, je vous demanderai de bien vouloir tapoter pour permettre au live de pouvoir continuer, donc n'hésitez pas de tapoter le live. Oui, allez-y, allez-y. Vous avez une question? Je vous écoute. Oui, oui. Merci beaucoup, professeur. Je voulais intervenir sur les nouvelles formes de diplomatie que vous évoquez tout à l'heure, notamment la diplomatie religieuse, qui, dans le cas de certains pays, joue un rôle important pour le dénouement de certaines crises. Je prends par exemple le dernier coup d'État au Burkina Faso, par exemple, où ce sont les leaders religieux qui ont pu véritablement faire en sorte que voilà, on puisse sortir de l'impasse qui se prévalait en son temps. Également, si on prend la RD Congo, également, où la conférence épiscopale joue un rôle très important également en matière de diplomatie, lorsqu'il y a des crises, soit post-électorales ou pré-électorales même, pour faire en sorte que le pays puisse en tout cas maintenir la cohésion sociale et la paix. Donc je voudrais avoir votre analyse sur cette nouvelle forme de diplomatie qui, certains acteurs sociaux qui n'étaient pas connus dans la diplomatie classique, en tout cas, ont fait surface aujourd'hui et qui jouent un rôle extrêmement important en matière donc, de négociation et de médiation dans les crises qui soit entre les États ou des acteurs infra-étatiques. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous avez parfaitement raison. Je crois que je l'ai évoqué, mais très rapidement, parce que j'ai balayé cette partie. Mon avant-dernier ouvrage, je l'ai dédié à un guide religieux du Sénégal, qui s'appelle Serigne Mourtada Mbacké, paix à son âme, qui est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba, donc le guide fondateur de la confrérie des Mourides, qui a été l'un des plus grands acteurs en matière de diplomatie religieuse, et d'ailleurs qui a été reçu par le Saint-Père et qui a été en quelque sorte le porte-parole des migrants, qui est l'initiateur d'un événement aujourd'hui qui réunit énormément d'autorités aux États-Unis, ce qu'on appelle le Bamba Day, donc une cérémonie où naturellement on parle de diplomatie économique dans le même temps, puisque c'est à partir d'une diplomatie religieuse que tout est né. Donc on vend la destination Made in Sénégal avec cet événement religieux qui a été initié par un guide religieux. On vend également l'économie, puisque il y a le maire, il y a également de grands chefs d'entreprise qui viennent, et donc par conséquent qui s'intéressent au Sénégal. Souvent, vous savez, dans certains pays comme les États-Unis, enfin, vous savez, ils sont assez fermés, ces gens-là, ils sont très fermés. Donc souvent, ils ne connaissent pas un Américain, un bon Américain, souvent peut
toute sa vie, il ne va même pas connaître l'extérieur des États-Unis. Donc, si vous voulez, ces formes de diplomatie également jouent un rôle fondamental. Mais il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a un autre guide religieux au Sénégal, le fils cette fois-ci de Cheikh Ibrahim Niass, donc on appelle Baye Niass, qui a été médiateur dans un conflit en Somalie, puisque son père, feu son père, a énormément de disciples qui sont dans ces différents pays. Donc la diplomatie religieuse, le Saint-Père joue un rôle extrêmement important. Lui-même, il était en Somalie il n'y a pas, naturellement, très très longtemps également. Hein, vous vous souvenez, avec une photo où vous l'avez vu, si vous voulez, embrasser les pieds si vous voulez, de l'ensemble des partis. C'était impressionnant. Vous voyez, la diplomatie religieuse a longtemps joué un rôle extrêmement important. Vous avez évoqué le Congo tout à l'heure. Effectivement, l'Église, naturellement au Congo, est en quelque sorte un peu, si vous voulez, pionnière de l'ensemble des médiations et même de l'observation électorale. Vous voyez, je suis expert électoral et j'ai été formé avec, naturellement, j'ai eu des camarades de promotion qui sont des prêtres, naturellement, même congolais souvent, qui fondamentalement ont joué et continuent de jouer un rôle extrêmement important. Pour deux raisons, puisque souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme de Dieu, souvent, le prêtre ou l'imam, est censé être impartial. Donc, vous voyez, il y a une sécurité, il y a une sécurité pour les partis, parce qu'ils se disent, bah, écoutez, c'est un homme de foi, donc il a une foi, il a quelque chose qui fait que nous pouvons lui faire confiance, et fondamentalement, généralement, on a systématiquement confiance en cette personne-là. Pour le Burkina, vous l'avez souligné, j'entends bien, peut-être vous vouliez faire allusion entre le coup d'État qui a fait partir d'Amiba. Évidemment, il y avait une situation un vide de 48 heures où on avait tous peur que ça dégénère un peu. Effectivement, il y a naturellement, évidemment, l'intervention de ces religieux-là qui quand même, du point de vue de la société, ont une certaine stature qui dépasse la stature d'un chef d'État, par exemple. La stature de ces personnalités-là dépasse la stature des chefs d'État. Et donc, c'est important. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans un régime normal, chaque État, chaque pays a son histoire, d'ailleurs. Vous savez, nous autres, beaucoup de pays africains, ont hérité sous la constitution de la 5e République française de 1958 et par conséquent, il y a le mot laïcité revient sur l'ensemble des constitutions de l'ensemble de ces pays. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a un héritage qui est positif quelque part. Mais cependant, la laïcité ne veut pas dire le rejet, donc par conséquent, des religions. La laïcité, naturellement, selon le pays, naturellement, chaque pays doit pouvoir prendre du recul en fonction des réalités qui sont sur le terrain, naturellement, et prendre en considération ces problématiques-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, ces religieux ont réussi à jouer un rôle fondamental quand il y a eu ces différents conflits. Et c'est pourquoi ils sont très très bien respectés, en tout cas dans plusieurs pays. Je parle de mon pays, le Sénégal, le Mali, naturellement, bien entendu, le Burkina, vous l'avez évoqué, mais également, il y a également des guides sous des autorités coutumières. Vous savez, je pense que fondamentalement, le Mogonaba a une importance dans la vie même du pays que fondamentalement, et sa stature également n'est pas une stature comparable à une stature d'un ministre. Hein, c'est très important. Et ces gens-là, donc, par conséquent, il ne faut pas les fragiliser, puisqu'ils sont capables de se lever, et puisqu'ils ont du monde, contrairement à la société européenne où nous n'avons pas ici fondamentalement, nous n'avons pas ici ces autorités religieuses qui sont suivies. Hein, puisqu'il y a toute une histoire avec la religion en question. Donc c'est légèrement, c'est là où c'est... Mais c'est une diplomatie qui est bien jouée. Par exemple, dans le cadre de cette diplomatie religieuse, le contexte sénégalais, dans un premier temps, il est parti seul, le marabout. Mais quand l'État s'est rendu compte de la gravité, de l'importance de ses actions,
d'abord pour l'État, systématiquement, il a été accompagné. Et ça, c'est tout simplement, de bonne guerre. Et c'est le pays qui gagne, vous voyez. Et donc, naturellement, le pays doit prendre en considération ces problématiques. Et ces problématiques également doivent être prises en compte dans le cadre de la formation des diplomates en question. Vous savez, j'ai quelquefois tendance à rappeler un peu l'échec des démocraties africaines, puisqu'en réalité, l'avènement des nouveaux régimes, donc des nouvelles républiques africaines dans les années 60, 58-60, c'est qu'en fait, en arrivant, en instaurant ces républiques-là, il y a de nouvelles personnalités qui sont arrivées, souvent en costume cravate, qui sont venus et qui ont dit tout simplement: bonjour, vous autres là, chef religieux, machin, chef coutumier, moi je suis en costume cravate, mettez-vous là-bas, vous vous mettez de côté et c'est moi qui dois gérer le pays. L'échec a commencé à partir de ce moment-là, puisqu'il y a eu un mépris, une certaine méconnaissance, un rejet de l'existant. Et les gens, pour la plupart, qui ne parlaient pas leur langue, la langue en tout cas de ces nouveaux gouvernants, en fait se sont sentis exclus de ce système en question. Se sont sentis exclus de cette nouvelle république qui ne tient pas en compte leur autorité coutumière. Vous avez vu le Mogonaba, qui est dans le système politique Mossi, qui était la clé de voûte des institutions, quand une république arrive à 1960 et qui dit: écoutez, vous, Mogonaba, vos histoires de roi, machin, terminées, allez vous asseoir de l'autre côté. Vous pensez que, si vous voulez, le royaume Mossi en question va suivre la nouvelle république? C'est à partir de là que vous allez avoir l'échec. Et naturellement, évidemment, ils vont aller chercher d'une certaine manière la notoriété ailleurs, qui va peut-être pour essayer de réconforter leur pouvoir qui souffre véritablement. Et donc, la diplomatie religieuse fait partie naturellement de cette diplomatie en question. D'où, tout à l'heure, aujourd'hui, je parle des diplomaties qui doivent composer avec les nouveaux enjeux, qui doivent composer avec naturellement les nouvelles matières en matière diplomatique, permettez la répétition, parce que c'est un ensemble, c'est un grand ensemble, et qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas tourner le dos à cette nouvelle forme de dialoguer, à cette nouvelle forme de composer avec naturellement avec la nouvelle diplomatie qui existe. Hein? Et ça, c'est fondamental. Et si vous regardez un peu, les ambassades aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, les pays occidentaux l'ont bien compris, communiquent davantage avec les concitoyens des pays en question. Hein. Je trouve que aujourd'hui, les ambassadeurs de France dans certains pays africains jouent un rôle extraordinaire. Alors, il y en avait une que je ne sais même plus où est-ce qu'elle est maintenant. Elle était ambassadeur de France au Ghana. Alors, c'est une diplomate qui, je ne sais pas si je ne me rappelle plus véritablement de son nom en question, mais c'est une diplomate qui communiquait énormément, qui communiquait beaucoup, et puis qui était tout le temps vers les jeunes, qui communiquait, souvent on l'invitait, mais voilà, de manière totalement désintéressée, elle venait en short, machin, et discutait avec tout le monde. Donc, c'est une nouvelle forme de diplomatie qui fait que la vision, l'image que les gens allaient avoir de son pays, en fait, ça va changer à partir du moment où on dit: attendez, c'est l'ambassadeur en question qui s'assoit avec nous. On l'invite à une soirée dansante, machin. Si elle a le temps, elle arrive, elle discute avec nous, elle échange avec nous. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, c'est cela. Et ça, c'est important. Et donc, finalement, être un bon représentant, un bon ambassadeur de son pays, c'est de ne pas forcément parler plusieurs langues, c'est de ne pas forcément être un bon spécialiste des relations internationales, mais c'est surtout et avant tout être conscient des nouveaux enjeux. Et ces nouveaux enjeux-là, c'est tenir compte des différences culturelles, puisqu'il y a la communication interculturelle, tenir compte naturellement, ne pas forcément avoir une certaine condescendance sur les gens. En tout cas, je pense que dans ce type de rencontres en tant qu'enseignant, j'apprends, comme disait un président poète Léopold Sédar Senghor, chaque rencontre doit être un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc quand on est ambassadeur, on doit pouvoir recevoir des gens, mais également leur donner à chaque fois qu'on a la possibilité de donner quelque chose. Vous voyez, donc moins d'arrogance, surtout dans la pratique, naturellement, être plus accessible. Si vous faites
Aujourd'hui, pourquoi j'ai cité les ambassadeurs occidentaux, c'est qu'en fait, c'est très important de les citer, puisqu'ils ont une nouvelle façon de faire, qui fait que, naturellement, non seulement leurs propres concitoyens sont en contact direct avec eux, sans passer par, je voulais, toute cette architecture diplomatique qui est très rigide souvent, mais également, ils ont la possibilité aujourd'hui de communiquer, enfin, je veux dire, ils communiquent directement avec tout le monde, quoi. Non seulement avec leurs concitoyens, mais les autres également, c'est-à-dire le pays d'accueil, par exemple. L'ambassadeur de France au Sénégal communique non seulement avec leurs ressortissants, mais également avec les populations sénégalaises de par leurs réseaux sociaux et autres. Donc finalement, il y a une forme d'accessibilité. Je pense qu'il peut être super fort intéressant. Mais je pense fondamentalement, souvent, quand vous êtes ressortissant d'un pays africain, c'est un fait, vous avez du mal à avoir accès à votre, à votre autorité diplomatique. Inaccessibilité totale. On a l'impression finalement que, je voulais, que l'individu ne comprend pas son rôle. Et ça, c'est extrêmement grave. Et souvent, les gens sont même choqués de les voir assister à certaines cérémonies, machin. On pense que c'est plutôt la conception que nous autres avons de l'autorité. Or, ça doit être, je voulais, le principe doit vraiment, c'est le contraire en réalité. C'est-à-dire que c'est lui qui est payé par vos impôts qui doit pouvoir se mettre à votre service. Naturellement, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais naturellement, une certaine accessibilité par le biais, naturellement, de cette diplomatie, naturellement, l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, où on communique beaucoup. Et donc, c'est bien, beaucoup de pays le font aujourd'hui, mais ça ne suffit pas, il faut aller encore davantage de l'avant, naturellement. Et ça, c'est d'une importance capitale. Donc, le soft power, également, donc la diplomatie culturelle et le soft power jouent ici également un rôle très important, de la même manière que la diplomatie religieuse joue également ce rôle-là. La diplomatie culturelle et le soft power jouent un rôle, comme je l'ai dit, un rôle essentiel, si vous voulez, dans la promotion, par exemple, de l'image et des intérêts, l'image de marque du pays et des intérêts d'un pays étranger. Et ça, c'est extrêmement important. D'abord, en utilisant la culture, j'ai parlé tout à l'heure d'un artiste du pays, j'ai parlé d'un artiste sénégalais comme Youssou Ndour. Donc, de par sa musique, on peut naturellement, évidemment, atteindre un certain, en tout cas, une certaine population, et puis souvent communiquer avec des gens souvent qui ne sont pas souvent assez accessibles. Vous voyez, ça doit être un outil, la culture qui doit être un outil naturellement de propagande, de communication, mais également d'influence. Et il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Malheureusement, dans certains de nos pays, alors je vais juste... pourquoi, selon vous, à contrario, les chancelleries africaines sont faites en Occident? Alors, les chancelleries, il y en a partout, tout dépend des relations diplomatiques entre les deux pays en question. Donc chaque pays a le monopole de ses relations internes comme internationales. Vous voyez. Donc par exemple, si je pense que le Ghana a des relations diplomatiques avec la France, de la même manière que le Ghana va avoir des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc chaque pays, c'est le pays a ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté qui lui permet de pouvoir naturellement mettre en place des relations diplomatiques avec tout autre pays. Le jour où ce pays jugera qu'il ne vaut plus la peine de maintenir ses relations diplomatiques, par exemple par des faits de moyens, défaut de moyens ou autre, en ce moment-là, on va l'arrêter. Cependant, il y a une faiblesse effectivement dans le cadre naturellement de ces relations, souvent parce qu'il y a souvent des pratiques qui frisent un peu la condescendance et qui font qu'aujourd'hui, de plus en plus, les liens sont cassés. Les liens ont tendance de plus